Merci donc à Aboubacar Sylla, il est le ministre porte-parole du gouvernement. Et c'était là au compte rendu du Conseil des ministres. Michel Pépé Balamou, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national de l'éducation et vous avez suivi cette actualité avec nous. Le président de la République, pas une fois, pas deux fois, cette fois encore, il fait de la biométrisation, mais aussi des états généraux du système éducatif une priorité. Comment vous, en tant qu'activiste syndicaliste, vous recevez cette volonté du président? Le syndicat national de l'éducation a reçu avec joie et enthousiasme l'idée de dématérialisation et de digitalisation du système éducatif, chose qui va permettre à notre école d'être au rendez-vous du numérique et ensuite de contrôler les effectifs et le mouvement du personnel et de garder les archives et la documentation permettant aux élèves de la République, même s'ils se trouvent à Yukunku, à Saraboido ou à Zo, d'avoir accès à leur diplôme, à leur relevé de notes sans se rendre à Conakry, comme aujourd'hui pour les fonctionnaires avec les bulletins électroniques. Et sur cet aspect, le SNE accorde du crédit, ne serait-ce que sur de bonnes intentions. Et maintenant, ce qui concerne les états généraux de l'éducation, vous savez, c'est un sujet polémique parce qu'il y en a eu plein dans ce pays et les gens sont parce que je me rappelle en 2008 j'ai pris part à des états généraux de l'éducation. Tout à fait, donc les gens sont très dubitatifs quant à la mise en œuvre des résolutions ou des relevés de conclusions qui vont être assortis de ces états généraux, mais je crois que cette fois-ci tout le monde est unanime que ce n'est qu'au temps d'un enseignant au pouvoir que nos systèmes éducatifs deviennent beaucoup plus évanescents, dysfonctionnants et moribonds. Donc il va falloir faire l'autopsie du système éducatif. C'est une accusation portée contre le président ou c'est ce n'est pas une accusation. Je crois que le président lui-même s'est rendu compte que l'éducation aujourd'hui est le parent, le maillon faible de nos systèmes administratifs. Donc il va falloir impulser une nouvelle dynamique. Mais je crois qu'il faut faire autrement. Et lorsqu'on dit faire autrement, consisterait à faire en sorte que tous les acteurs et les partenaires sociaux soient impliqués dans ce processus de la tenue des états généraux de l'éducation. Je veux parler ici des partenaires sociaux que nous sommes, les syndicats, les acteurs de la société civile et également les partenaires techniques et financiers, les enseignants, puisque avant, qu'est-ce qu'on faisait? On ne prenait que des gens qui sont dans l'administration centrale pour aller se retrancher à Kindia et faire 2 jours, 3 jours pour avoir des per diem et nous envoyer des relevés de conclusion qui dormaient dans les tiroirs et qui étaient relégués dans les oubliettes. Maintenant, cette fois-ci, si nous prenons garde pour que ce soit les vrais acteurs du système éducatif, les vrais partenaires du système éducatif qui prennent part, ma foi... Qui sont ces vrais acteurs? Les vrais acteurs, ce sont les enseignants. Les vrais acteurs, ce sont les parents d'élèves, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les organisations syndicales. Donc je crois que si on travaille avec tous ces acteurs et ces partenaires, nous pouvons aboutir à grand chose. Et l'autre facteur aussi, il faudrait l'organisation des conférences thématiques. Les conférences thématiques, parce qu'il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans une salle et puis après se regarder et puis après se séparer. Mais il faut des conférences thématiques qui peuvent être organisées dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les régions et dans les capitales pour permettre de discuter sur les thématiques très importantes. Ça veut dire que la projection que vous faites, ce n'est pas pour cette année 2021 la tenue de ces états généraux. Mais c'est bien entendu cette année, d'autant plus que... Vous pensez qu'avec tout ce que vous énumérez dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les régions, jusqu'à Conakry, tout cela peut se faire avec quel budget, avec quelle disponibilité, parce que l'année scolaire aussi doit continuer. Oui, mais il faut savoir que les états généraux ne sont pas liés à la continuité de l'année scolaire. Et parce que quand on organise tout cela, et je crois, on élaborera comme ce qu'on va appeler des TDR, des termes de référence, en vue de discuter sur la périodicité des activités à dérouler
à court, à moyen et à long terme. D'accord. Je crois qu'à l'issue de cela, ça va nous permettre d'organiser maintenant des ateliers régionaux et nationaux à l'effet de poser les diagnostics, de diagnostiquer les problèmes et proposer des pistes de solutions. Mais tout cela ne peut être possible que lorsqu'il y a l'allocation d'un budget sensible. Et cela, il faut à hauteur de 40%. Parce qu'aujourd'hui, c'est dérisoire. C'est 13% aujourd'hui. Hein. Maintenant, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, nous a parlé de 20%. Et ça, c'est pas seulement que 2021, c'est entre 2021 et 2026. Alors que la moyenne sous-régionale aussi entre 35 et 40%. Le Premier ministre même avait pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire au temps d'Houphouët, qui avait pris le courage d'injecter 40% du budget dans le système éducatif afin de rendre le système beaucoup plus attrayant. Et donc, quand cela fut fait, ça a permis aux enseignants de redoubler d'efforts et aux autres fonctionnaires d'aller vers l'éducation pour pouvoir apporter leur expertise. Alors, c'est vrai que quand on donne la parole aux enseignants, en ce qui concerne les états généraux de l'éducation, ils ont beaucoup à dire et quittent même le cadre de ce qu'on voudrait pour aller dans le cadre revendicatif. Thierno Amadou Camara, cette question du système éducatif guinéen aujourd'hui est une épine dans les pieds, en tout cas de toutes les autorités, parce que de plus en plus, d'année en année, au lieu d'aller vers la perfection, l'école guinéenne perd tout son prestige. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps, des difficultés de gouvernance, des difficultés liées à la perturbation du calendrier scolaire par Ebola, ensuite par coronavirus, des grèves qui ont été déclenchées par-ci, par-là. On a quand même une décennie catastrophique pour le système éducatif, il faut le dire, et au point qu'aujourd'hui, notre diplôme, il n'a que très peu de valeur. Et je pense que toute initiative consistant à recadrer les choses, à amener les acteurs du système éducatif qu'il vient de citer, les enseignants, les syndicalistes, les parents d'élèves, s'asseoir autour de la table, discuter des solutions qu'il faut pour redorer le blason de l'éducation guinéenne. Je pense que ce n'est que salutaire. Mais comme il a dit tout à l'heure, ce ne sont pas les critiques, les états généraux qui manquent. C'est l'application des résolutions qui sortent de ces états généraux. Est-ce qu'on veut organiser des états généraux pour questionner les acteurs et avoir leur avis et essayer de synthétiser cela et mettre ça en application pour le bien de l'école guinéenne? Est-ce qu'on veut organiser des états généraux pour aller encore discuter et revenir avec les mêmes résolutions qui sont deux ans Je me rappelle en 2008, j'ai appartenu au panel, parce que là j'étais dans l'éducation, il faut le dire, j'ai appartenu au panel des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif, et notre rapporteur était l'actuel ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Ibrahima Khalil Kaba, qui était en vacances en Guinée et qui a voulu prêter son service à sa nation. Donc il a appartenu au même panel, il était notre rapporteur. Mais aujourd'hui, on a l'impression que rien n'a été fait dans le sens en tout cas d'amener les nouvelles technologies dans le système éducatif guinéen. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on organise pour organiser ou on organise pour effectivement avoir des solutions à implémenter après? Parce que les nouvelles technologies dans l'éducation, et ce qui est salutaire dedans, c'est que au cours du même conseil de ministres, le président a demandé quand même à ce que le ministère en charge des télécommunications, en charge de l'économie numérique, soit associé à cette digitalisation du système scolaire. Et je pense que c'est fondamental, parce que là, il touche un autre problème qui doit aller au-delà du ministère de l'Éducation, en fait. Et on voit beaucoup de départements ministériels développer des solutions technologiques, des sites internet, des plateformes, là, sans associer en fait le ministère des Télécommunications. Résultat, ce sont des sites avec des données
de l'État qui sont basés dans des pays occidentaux et des sites qui n'ont pas de garantie de sécurité. Parfois même dans des pays africains, il y en a qui ont leur hébergement à Dakar. Voilà, la plupart des sites internet, par exemple, des structures gouvernementales, si vous ne voulez pas trouver que non, ça ne s'ouvre pas, vous venez, on vous dit non, que le site n'est pas en sécurité. Cela. Avoir donc le ministère en charge de la digitalisation au cœur de toutes les initiatives dans ce sens-là, je pense que là, c'est déjà un motif d'espoir pour l'éducation, de voir que le ministère des Télécoms sera associé à cette digitalisation-là, parce qu'il faut aller vers ça. La pandémie de Covid est venue trouver qu'on n'était pas préparé à ça, et ça a eu des conséquences lourdes, parce qu'on a tardé à mettre en place, par exemple, cet enseignement à distance, qui n'a pas du tout d'ailleurs marché. Mais ça, ce n'est pas que la Guinée, hein, même l'Europe. Non, mais la Guinée avait organisé des états généraux, vous venez de le dire, où un des panels portait sur la digitalisation. Si les résolutions de ces états généraux-là avaient été implémentées, la pandémie aurait trouvé qu'on est déjà préparé à cela, on n'aurait pas eu du temps à perdre pour implémenter ces résolutions. Pour terminer, de l'autre côté, il a dit tout à l'heure, on va aller à ces états généraux. On reviendra toujours avec la question du financement du système scolaire. Et le Premier ministre a été déjà clair, il a défini une politique générale du gouvernement qui fait des perspectives à l'horizon 2026. Et il dit jusqu'en 2026, en tout cas, si on pouvait résumer ce qu'il a dit, on ne franchit pas les 20%. Alors que la moyenne actuelle, il a dit aussi en 35 et 40%. Donc, on va sortir les meilleures résolutions de ces états généraux-là tant qu'on ne mettra pas l'argent dans le système, on n'aura que des résolutions. Oui, et Lansana Camara, aujourd'hui, à regarder un peu, c'est vrai que beaucoup, bon an, mal an, malgré bon gré, vont ou amènent leurs enfants dans les écoles privées, mais en fait, ce sont les mêmes enseignants, c'est pratiquement le même système. Est-ce que par endroit, on n'arrive pas à regretter un peu les investissements qu'on fait pour la scolarisation de nos enfants, mais qui derrière, les résultats ne sont vraiment pas à nos attentes? Bien, merci pour la question, elle est très pertinente, mais moi je voudrais... franchement, par rapport à cette première question des États généraux, vous étonnez en disant que je considère cela et je l'assume que c'est un faux problème pour l'instant, honnêtement parlant. Moi, je pense que le problème du système éducatif guinéen est assez sensible que de vouloir aller aujourd'hui vers des États généraux ou même vers la biométrisation. Je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes dans l'ère qui ne sont même plus nouvelles. Hein? Non, bon, nous sommes dans les technologies de l'information. Je suis d'accord. Mais moi, je me dis qu'il y a des problèmes fondamentaux à la base qu'il faut corriger. Aujourd'hui, quand vous prenez d'abord le niveau de l'élève guinéen, il n'est pas à la hauteur dans la sous-région. Il suffit simplement de regarder les télévisions. Attendez, non, d'abord, je prends l'élève. Je sais que le problème peut aller au-delà de l'élève, mais je prends d'abord l'élève. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y a des problèmes fondamentaux qu'il fallait corriger à la base avant d'aller vers. Ça, c'est un deuxièmement. Quand vous prenez aujourd'hui, même à la fin de l'année, je suivais sur Espace ici, je crois à quelque chose de 40 à 50 km vers les forêts carrières, vers d'autres zones, où vous trouvez, il n'y a qu'un seul maître, par exemple, dans une école où il y a 3 groupes pédagogiques. Vous comprenez, le seul qui prend les élèves de la première année jusqu'en 3e année, jusqu'à 6e année. Ça, c'est des problèmes fondamentaux à la base qu'il faut corriger. Mais ça se corrige avec quoi? Comme il l'a dit tantôt, il y a un problème de financement que l'État, à mon avis, n'a pas voulu faire face depuis des années. Vous comprenez? Moi, je me rappelle que je discutais il y a un an encore ou 2 ans avec un des représentants du FMI ici en Guinée. C'est un monsieur qui vient d'un pays de africain également. Mais lorsqu'on échangeait sur les priorités, il me disait que pour tous les pays africains, de façon générale, n'est-ce pas, tout est priorité. Quand vous prenez chaque pays, il a pris le pays, je crois, il est mozambiquais ou quoi, que quand vous regardez, tout est priorité. Mais que la différence de l'efficacité dans la gouvernance des pays diffère de quoi? C'est que de vouloir ou de savoir orienter les priorités
n'est-ce pas, vers des secteurs sensibles. Comme l'a dit ma sœur Oumou Kamara, la priorité des priorités. La priorité des priorités. Et il a cité l'école, il a cité la santé. Il dit, si un État veut être efficace, c'est à ce secteur-là qu'il faut faire face. Parce que quand vous faites face au secteur éducatif, dans 5 à 10 ans, vous allez voir tout de suite les résultats, parce que vous allez voir des bons collégiens formés, même s'ils n'atteignent pas à l'université, mais ils seront des bons techniciens dans les écoles professionnelles, ici ou ailleurs. Or, malheureusement, en Guinée, tel n'est pas le cas. Jusqu'à l'université, on a du mal à faire face à nos enfants qui sont à ce niveau-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de parler de la gestion dans l'école, a été délaissée il y a très longtemps. Rappelez-vous, quand on était à l'école, moi je me rappelle encore, à l'école primaire jusqu'au collège, il y avait ce qu'on appelle, à l'époque il n'y avait pas de technologies d'information, mais il y avait des missions d'inspection qui pouvaient venir jusque dans les salles de classe, jusqu'à suivre un professeur qui donne un cours de mathématiques, de français, et corriger à la minute près devant les élèves même. Et le professeur est noté en fonction de ce qu'il donne. Donc imaginez, tout ce système a été délaissé. Aujourd'hui, vous avez parlé des cas des écoles privées. Les écoles privées, c'est un système qui évolue à part entière. Vous n'avez pratiquement, l'État n'a pas la maîtrise sur ce niveau-là. Il n'y a que peut-être des professeurs qui font des va-et-vient entre les écoles privées. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'État doit encore faire face, comme mon frère Michel est en train de dire aujourd'hui, d'augmenter le budget, mais de centrer tous les efforts à ce niveau-là pour faire en sorte que ce système soit qualifié dans le bien. Mamadou Kali Diallo, et ça paraît un peu drôle parfois quand on en parle, mais c'est une réalité aujourd'hui que même le corps enseignant a d'énormes problèmes de niveau. Et pour une anecdote, une dame, une institutrice qui dit en public, il faut que chacun fait, quelqu'un dit fasse, elle dit d'accord, c'est le pluriel, nien. Comme pour dire que comme pour dire que même le corps enseignant il a des problèmes aujourd'hui. Oui, pour renchérir, une fois j'avais vu avec le satirique Le Lynx parler d'une cohorte ou des enseignants qui avaient été formés à l'espace de 6 mois dans les classes, où les dames venaient dire ouvrez les ardoises. Il y a un doyen, pas de moindre, dans ce pays qui m'a dit que auparavant, tellement que l'État avait malmené le système éducatif, que si vous partiez vers les familles, la demande de main d'une fille, on demandait est-ce que c'est un fonctionnaire ou bien c'est un enseignant. Alors que la Guinée il travaille ou bien il enseigne. Voilà, il travaille ou bien il enseigne. Moi, je suis du même avis que M. Lansana Kamara. Moi, je pense qu'il y a des problèmes fondamentaux qu'il faille corriger d'abord. Et je pense qu'il y a un grand écart entre le niveau, quand je dis le niveau, c'est-à-dire niveau infrastructurel, et les nouvelles technologies dont on parle en République Guinée. Vous avez vu le test dont on a fait avec l'enseignement. Covid est venu avec toutes les conséquences que nous avons vues actuellement. Il y a eu le télétravail, et quand on a fait un test pour aller dans le sens disons de télécours ou télétravail comme ça, prenons des villages, des sous-préfectures qui n'ont même pas le réseau. On ne voit même pas la télé nationale. Comment des gens, comme on pouvait imaginer faire ça, puisque d'autres pays l'ont fait, pour dire que la Guinée aussi l'a fait. Moi, je pense que ça, c'est des problèmes. En tout cas, en termes d'efficacité, ça n'a pas beaucoup d'impact dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants et des élèves. Ça, c'est un aspect. Maintenant, je pense que la Guinée, il y a beaucoup souvent de belles initiatives. Mais je pense que les initiatives sont là et on fait ces initiatives, c'est-à-dire comme étant des slogans politiques. Quand je prends le système éducatif, vous venez de rappeler, il y a eu comment on appelle, des initiatives très lointaines d'ailleurs dans le cadre des États généraux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous prenez en termes par exemple, de prévention et gestion des conflits, c'est comme ça. Plus de 10 études réalisées par le PNUD et beaucoup d'autres ONG, les recommandations, elles ne sont jamais mises en œuvre. Et je pense que l'enseignant doit être mis à des conditions meilleures. Et pour preuve, tout récemment, en Allemagne, j'ai suivi une déclaration d'Angela Merkel. Quand il y a eu, je pense, les magistrats qui avaient demandé l'augmentation du salaire par rapport aux enseignants. Elle a dit, écoutez, comment je peux vous payer au même titre que les enseignants, alors que c'est les enseignants qui nous forment, c'est les enseignants qui forment, disons, les brillants journalistes que vous êtes, les magistrats, ainsi de suite. Alors on devait les mettre au premier rang
pour qualifier le système davantage le système éducatif. Oui. Voilà. Oui, Michel Pépé, l'autre question qui a défrayé la chronique, en tout cas cette semaine, c'est bien la sortie de votre père d'Isleg, Aboubakar Souma, qui s'en prend à cette loi L027, hein? L027 qui aujourd'hui, lorsque vous êtes à la retraite, vous n'avez plus le droit de syndiquer, en tout cas de défendre les agents de l'État. Et vous avez trouvé que cette sortie d'Aboubacar Souma, vous la trouvez pas normale? Bon, pas normal. Vous savez, la loi a un caractère impersonnel, général et coercitif. Elle n'est pas faite, en tout cas, dans la lettre et l'esprit, orientée contre une personne. Et donc, et ce qui est beaucoup plus marrant dans cette conception, mais on se demande pourquoi ce débat maintenant là. D'autant plus que la loi a été votée et promulguée par le président de la République le 7 juin 2019. Donc, ça fait maintenant bientôt 2 ans que cette loi existe et sur la base de laquelle les relations de travail tripartites entre le gouvernement, le syndicat et le patronat s'opèrent. Et il a fallu peut-être que lui, il arrive à la retraite le 31 décembre 2020 pour qu'il sache réellement que la loi peut le frapper. Et donc, nous pensons que cette loi, la L27, comprend 225 articles. Et sur les 225 articles, il n'y a que 2 articles qui soient problématiques. Il y a l'article 39 qui dit que tout agent de l'État admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d'office ses qualités de syndicaliste des agents de l'État en activité. Et il y a un autre article qui est l'article 41 qui dit que le droit de grève est reconnu à tout agent de l'État qui l'exerce dans le cadre réglementaire législatif en la matière. Mais les jours non travaillés par fait de grève de l'agent ne sont pas rémunérés. Chose qui est une réalité dans d'autres pays. Oui, c'est une réalité. Même ici en Guinée, dans les banques, dans les institutions privées, vous pouvez faire votre enquête là-dessus. Même avec la FESABA, ils en savent quelque chose. Là-bas, au privé, quand tu vas en grève, on ne te paye pas. C'est vrai, ici. Dans toutes les unités industrielles et les institutions bancaires, c'est sur la base du code du travail. Ça, c'est le privé. Ça, c'est le privé. Voilà. Le privé fonctionne sur le code du travail. Les agents de l'État fonctionnent sur la base de la loi L27. Maintenant, cette loi dit, vous partez en grève, c'est un droit pour vous, mais sachez que vous faites 7 jours, on ne vous paye pas. Donc nous, au regard de cette disposition liberticide de la loi, on a dit que l'article 41 est beaucoup plus liberticide que l'article 39, puisque l'article 41... Qui paraît liberticide aux yeux d'Aboubacar Souma. Oui, mais 41 s'intéresse aux 120 000 agents de l'État qui émarrent dans le fichier général de l'administration. Et l'article 39 n'intéresse qu'une oligarchie ou gérontocratie syndicale qui cherche à se sédentariser. Parce que c'est la génération ravie. Mais Aboubacar Souma l'a dit aujourd'hui, c'est une forme d'immixtion de l'exécutif dans le mouvement syndical. Oui, il a dit... Est-ce qu'il y a une réalité ou pas? Il a dit en tenant compte de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail qui, dans ses dispositions, dans l'article 3 est clair là-dessus pour dire que les organisations syndicales ont la liberté d'élaborer leur statut, leur règlement et leur fonctionnement interne. Et l'article 8 de la même Convention 96 stipule qu'aucune législation nationale ne doit enfreindre au plein exercice de cette liberté. Est-ce que cet article 39 ne vient pas encore alors en contradiction de cet article de l'OIT? Oui, mais c'est que l'OIT, dans sa Convention 87, ne parle pas des syndicalistes à la retraite. Le problème, c'est quoi, fondamentalement? Et par rapport à l'article, on voit bien que vous focalisez sur celui qui concerne les milliers de travailleurs, alors que vous pensez que l'autre ne concernerait que Souma qui en fait un drame. Non, je termine. Non, pour le moment, c'est lui qui en fait un drame. Je termine. Pour le moment, c'est lui qui a soulevé la question. Et vous pensez qu'il en fait de trop. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que l'État, en prenant une loi qui dit qui peut être président d'un syndicat, qui ne peut pas être président d'un syndicat, est-ce que l'État, en le faisant, ne descend pas au niveau de l'organisation syndicale pour décider à la place des syndiqués? C'est ça la question. L'État, un gouvernement responsable, ne peut pas se retrancher pour élaborer une loi sociale qui régit les relations de travail. L'État l'a fait en commun accord avec certaines organisations syndicales, vous dites bien comme l'USTG et la CNTG. Ce sont les deux centrales les plus représentatives
représentative du pays. Nous sommes des fédérations syndicales et les syndicats nationaux relevant des centrales syndicales. C'est ça l'organisation syndicale dans tous les pays. Donc si le gouvernement veut s'adresser aux organisations syndicales, il écrit aux centrales syndicales les plus représentatives comme la CNTG, l'USTG et l'UNSLG. Et ces syndicats-là ont participé à l'élaboration de cette loi. Quand moi j'ai pris langue avec les autorités du ministère de la fonction publique et du SRAP, elles m'ont dit, mais si vous voulez appeler tel syndicaliste, vous mettez sur haut-parleur, je vais lui dire, est-ce qu'il n'a pas participé aux travaux d'échange, de partage et de validation? Vous savez, une loi ne tombe pas comme ça du ciel, ça régit. Le syndicat, ça régit. Le gouvernement, ça régit le patronat. Donc, ils ne vont jamais se rétrager. Et puis, le problème, c'est où? À partir de la Convention 87. La Convention 87 est très claire. L'État ne s'y mixe pas. Mais la Convention n'a pas dit que quand vous êtes à la retraite, vous pouvez continuer à être syndicat des travailleurs en activité. Mais vous pouvez être syndicat de ceux qui sont à la retraite. C'est comme la COSATRED de Yamoussa Touré. Il y a même RDA, le camarade RDA Silla, qui est le secrétaire général de la Fédération des syndicats des retraités affiliés à la CNTG. Même en France, il y a la Confédération des travailleurs retraités qui était affiliée à la force ouvrière et qui est aujourd'hui affiliée au CGT, qui est la centrale syndicale la plus représentative. Monsieur Diallo, rapidement sur cette section avant qu'on échange de... Voilà. Quand même, je vais relever deux faits quand même. Puisqu'on parle de loi, en termes, disons, de droit, il y a un principe universel, c'est que la forme commande le fond. Les conventions régulièrement ou traités régulièrement approuvés ou signés ont une autorité supérieure aux lois de la République sous réserve de réciprocité. À mon avis, il y a deux choses. Et j'ai suivi Aboubacar Souma aussi qui a montré ces conventions. Et nulle part aussi on a dit que si vous êtes syndiqué aussi, vous ne devez pas. Ça ne définit pas. Est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il y a deux choses. Parce que la Guinée a librement et volontairement, comme on appelle, signé ou ratifié la convention de l'OIT. C'est soit de respecter la convention ou alors comme on appelle, de se désengager. Mais à mon avis, à partir du moment où la Guinée est signataire, donc un État partie, il faut respecter. Et dans ce cadre-là, la loi est très claire. La Guinée ne devrait pas décider à la place d'une structure syndicale qui doit diriger la structure syndicale. Oui, Lansana Camara. Bon, rapidement sur cette question, moi, la question que je me suis posée lorsque ça a été fait, c'est comme M. Balamou le disait tantôt, c'est pourquoi c'est maintenant que Aboubacar Souma, n'est-ce pas, a voulu brandir cette loi, n'est-ce pas, compte tenu de son statut. Moi, je ne comprends pas du tout parce que j'aurais pu comprendre ce combat s'il le faisait ou si les autres syndicats le faisaient au moment où on était en train d'élaborer la loi. Parce que, comme il le dit, lorsqu'on c'est pour les... Permettez après. Non, il n'a pas perdu. Vous aurez vraiment perdu parce que le débat n'a pas été soulevé maintenant. Le débat s'est posé, permettez la loi est discutée. Voilà, ça c'est vous qui le dites parce que moi, le débat dans la presse, le débat, l'écho que ça a pris, c'est maintenant que, parce que là, quand vous écoutez pratiquement la presse, que ce soit les télés, les radios ou les sites internet, vous voyez au moins l'intervention soit de M. Michel de Aboubacar Souma ou d'autres syndicats qui se prononcent. Moi, je me dis, c'est à ce moment où il a brandi, où il a soulevé le débat. C'est à ma connaissance. Maintenant, je disais que, puisque la loi en phase d'élaboration, et comme ils le disent tantôt, je partage son avis, lorsque l'État veut engager une loi, avant que la loi n'arrive à l'Assemblée nationale, toutes les structures, tous les acteurs concernés par cette loi sont réunis autour de la table, et c'est autour de cette table qu'on discute de la faisabilité, de l'applicabilité, et tout ça, et de tous les contours, les paramètres de la loi, avant que la loi ne soit faite. Maintenant, si vous attendez à un moment donné, et vous revenez pour dire que vous n'êtes pas d'accord parce que tout simplement, vous êtes visé, moi je pense qu'Aboubacar Souma, je m'excuse du terme, mais il est trop petit par rapport à cela, parce que ça c'est un individu. Alors qu'on parle des lois, on parle des lois du pays et des conventions au niveau international, donc ça ne doit pas être vu comme quelque chose qui de toute façon, cette question ne s'est pas posée aujourd'hui. La loi a été adoptée, promulguée en 2019. Si c'est en 2021
que les lois... Bon, Bakar Soum a fait une déclaration, d'ailleurs en engageant, il a dit à notre micro que c'est au nom de tous les... En tout cas, toutes les structures syndicales. Vous savez, c'est quand même dommage que lorsque une question sérieuse se pose, on fait rêver encore les adversités au niveau du mouvement syndical, tel est le meilleur, tel n'est pas le meilleur, alors que parfois, je pense qu'il faut être républicain. Il faut voir en face une loi qui est impersonnelle, qui est générale et qui est obligatoire. Une fois qu'elle est adoptée, elle s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, peut-être ça va être à Bakar Souma, mais demain, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir valoir ses droits à la retraite. Oui. Et il dit que chaque fois, en tout cas, on associe, mais l'exemple le plus frappant, c'est qu'on vient d'adopter une nouvelle loi sur qu'on appelle la haute autorité de la communication. Est-ce que les associations de presse ou les journalistes ont été associés à cela? Non, je termine. Non, il faut pas le dire dans le débat public. Non, attends. Non, j'ai des arguments pour te dire qu'effectivement, il y a eu des journalistes qui ont été associés pour l'élaboration de cette loi. Je me suis dit tout de suite pour vous laisser faire. Bien sûr. Le seul plaidoyer qui avait été fait, c'est par rapport à l'augmentation du nombre. Ce plaidoyer a été accepté si la loi passait sans que les journalistes ne sachent quelle est la loi qui passe d'ailleurs. Le seul plaidoyer qui avait été fait par les associations, c'était pour vous dire attention, nous vous prions d'accepter ça pour nous. Mais on n'a pas associé les associations pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, vous qui êtes praticien. Donc, pour il y a eu des ateliers au petit bateau. Il y a eu des ateliers au petit bateau où les journalistes ont participé. Pour la loi sur la loi L27 qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, le débat s'était posé depuis que c'était en discussion à l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas cette assemblée, c'est la 8e législature avec Kori Kondiano. À l'époque, le SLEG courait derrière les prétendus 8 millions de salaire de base et il était en bras de fer avec l'État. Donc la question s'est posée et on avait même vu ça comme étant une façon pour le gouvernement d'éjecter Bakar Souma, qui, il faut le rappeler, à un moment on avait même dit qu'il était nommé, je pense, DPE quelque part, on n'était pas allé et que donc en réalité c'est comme un déserteur. Donc le débat s'est bel et bien posé, ce n'est pas aujourd'hui que le débat s'est posé, c'est comme celui sur... Ça c'était une réalité quand même. C'était une réalité. Il a été buté mais il n'est pas allé. Ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, il y a un débat qui est posé. Est-ce que parce qu'on en veut à Bakar Souma, ou alors parce qu'on veut réorganiser le mouvement syndical, parce que Kassory l'avait dit, il faut que ce mouvement syndical soit redressé, il l'avait dit clairement, ça avait choqué le mouvement syndical. Est-ce qu'au nom de cela, il faut voter quand même une loi à l'interne qui ne soit pas conforme à nos engagements au niveau international avec les traités tels qu'il a expliqué tout à l'heure. Maintenant, quand il parle de l'association des syndicalistes, on sait tous il y a combien il y avait combien d'USTZ à l'époque, il y avait combien de SLEG à l'époque. Est-ce que l'USTZ qui avait été associé qu'on appelle aux discussions sur cette loi-là, c'était l'USTZ la plus représentative parce que c'était l'USTZ peut-être de Souba ou bien de l'autre là. C'est là aussi la question. Peut-être que le gouvernement. Non mais si il est membre d'une. Oui, mais ça c'est postérieur à la loi. Non. Le Congrès c'était après. Non, c'est ce que je te dis. Voilà. Maintenant, est-ce que le SLEG d'Aboubacar, parce qu'aujourd'hui, en matière d'éducation quand même, le SLEG d'Aboubacar Souma, il n'y a pas encore une étude qui pourrait le soutenir de façon plus objective, mais de par ce qu'on a vu à travers les appels à la grève, le SLEG d'Aboubacar Souma semble être le mieux représentatif. Est-ce qu'on peut aujourd'hui voter une loi qui va dans ce sens-là, qui cadre un peu le travail des enseignants du syndicalisme dans l'éducation, sans pour autant prendre un avis de ce syndicat qui est le plus représentatif? Il vous a dit ce n'est pas les groupuscules, ce ne sont pas les groupuscules. Il a dit des centrales. L'organisation syndicale est là, Amadou. C'est plutôt les centrales. Ce n'est pas la tête. C'était ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. À vous également, monsieur Michel Pépé Balamou. Merci d'être passé. Je suis très content d'être autour de cette table, mais il faudrait que nos camarades comprennent que partout dans le monde, personne ne peut être à la retraite de travail et mener vos investigations. Ce n'est pas une querelle de la diversité. C'est la loi qui le dit, et quand vous êtes à la retraite, vous appartenez à un syndicat des retraités, et nous lutterons pour que cela soit une réalité en République de Guinée. Vous serez un jour à la retraite aussi. Moi, ça me fera 25 ans d'abord de service, donc je ne pense pas m'éterniser à la tête. On reproche aux administrateurs,
et aux politiques de s'étendriser à la tête des partis politiques. Si nous qui sommes des forces sociales encore, nous voulons nous maintenir comme c'est à l'intérieur de nos structures syndicales, il n'y a pas la relève, c'est très grave. Merci. La loi ne s'applique pas sur une personne, et quand vous êtes retraité en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous ne cessez d'être syndicaliste. La Guinée n'est pas sur une 6e planète. C'est quand même paradoxal. Merci à vous, Michel Pépé Balamou. On va changer de registre à présent. Merci à vous d'être passé. On va poursuivre cette émission pour entrer dans le dernier virage à présent, il faut le dire. Je le disais, 500 millions de dollars américains, c'est la bagatelle que vient de rater l'État guinéen, même si les pourparlers sont en cours pour savoir comment valider, je vais dire, les différents principes qui permettent les différents indicateurs, et comment tout cela va se passer pendant ce temps. Ce sont 32 eurodéputés qui saisissent bien sûr leur responsable haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le cas guinéen, notamment le forcing pour aller vers le double scrutin, mais aussi la présidentielle. Et à Conakry, l'Assemblée nationale adopte une loi qui protège notamment les forces de l'ordre. Cette question a été débattue, c'était, je vais dire, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, c'était lors du Conseil des ministres de cette semaine. On va suivre ce passage du ministre porte-parole du gouvernement et derrière, on revient pour le décryptage avec les autres sujets, bien sûr. Le ministre des Investissements et des Partenariats publics-privés a fait une communication relative à l'éligibilité de la Guinée au programme de Millennium Challenge Corporation, MCC. Il a informé que la Guinée, bien qu'ayant validé 9 des 20 indicateurs du MCC, n'a cependant pas pu accéder à ce programme en raison de la perte d'indicateurs relatifs aux droits démocratiques. En effet, l'agence de notation américaine Freedom House, dans son dernier rapport publié le 22 mars 2021, a baissé de 2 points la note de la Guinée dans ce registre. Le ministre a expliqué que pour inverser cette tendance, une synergie avec le secrétariat général du gouvernement et les ministères en charge de la santé, de la justice, des affaires étrangères, de la citoyenneté, de l'éducation nationale, de la communication et de l'autonomisation des femmes a été mise en œuvre en vue de renforcer la communication institutionnelle en direction du public en général et des agents de notation en particulier. Il a énuméré plusieurs actions initiées, notamment l'élaboration de notes conceptuelles sur les droits démocratiques en faveur des ministères chargés de la sécurité, de la justice, de la citoyenneté et de l'administration du territoire, des séances de travail avec le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger pour établir des dispositifs de communication, incluant notre réseau diplomatique, l'envoi des dossiers sur le Millennium Challenge Corporation à nos ambassades de Washington, Paris, Ottawa, Genève et Rome pour qu'elles donnent des informations officielles et actualisées sur les réformes entreprises en Guinée. Dans le but de maintenir les indicateurs acquis et obtenir des indicateurs de droits démocratiques, le ministre entend engager rapidement une série d'actions concrètes. Le ministre a souligné que l'obtention d'un programme du MCC basé sur la notation d'indicateurs aussi transversaux nécessite du gouvernement la poursuite coordonnée mais aussi volontariste des réformes et concomitamment le renforcement d'une communication institutionnelle proactive, synchronisée et adaptée à un monde interconnecté dans lequel les infox déstabilisent les États et anéantissent leurs efforts. Voilà, c'était là Aboubacar Silla, ministre porte-parole du gouvernement. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres sur ce Millennium Challenge Corporation qui, aujourd'hui, après tous les travaux, la Guinée n'a pu valider que 9 sur 20 indicateurs et aujourd'hui, la Guinée se bouge pour adresser ou en tout cas pour regrouper les données afin d'aller se justifier aux yeux des États-Unis, aux yeux de cette structure Millennium Challenge Corporation. Et d'abord, Mamadou Kali Diallo, comment vous avez apprécié ce récalage quand même de la Guinée? Disons que ma patrie arrive à perdre des opportunités comme ça, c'est une désolation. Mais disons que ça ne pouvait être que ça.
Et malheureusement, le gouvernement guinéen adopte une mauvaise stratégie parce qu'à chaque fois, on ne peut pas nier l'évidence. Nous avons tous suivi les violences qui ont caractérisé le double scrutin référendaire et législatif, toutes ces violences-là, avec les restrictions de liberté, toutes les conséquences, et puis l'élection présidentielle du 18 octobre. La situation sociopolitique actuelle, avec les conséquences des restrictions de liberté telles que la liberté de presse, la liberté d'opinion, avec beaucoup détenus d'ailleurs d'opinion politique, et ceux qui se sont déroulés avec les fosses communes au lendemain du double scrutin législatif et référendaire à Zérékoré. Bref, toute cette mosaïque de violence, d'atteinte aux libertés. Donc la Guinée ne pouvait s'attendre qu'à une sanctions. Malheureusement, la stratégie du gouvernement, c'est toujours nier l'évidence. Alors que on a vu autant de ministre Gassama en tant que ministre des droits de l'homme, une fois au niveau de l'examen périodique universel, quand la société civile avait présenté le rapport annuel sur les droits de l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écoutez, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est dommage, c'est ma nation, mais toutes ces violations, elles sont exactes, c'est vrai. Donc aidez-nous à pouvoir corriger cela. Et il y a eu beaucoup d'opportunités dans ce cadre même. Je rappelle que l'ancien ministre de la Justice, qui avait pris l'initiative des réformes du système judiciaire, on a réussi à internaliser la convention contre la torture qu'on avait ratifiée depuis les années 80 et qui n'avait pas été internalisée au niveau du code pénal et celui de procédure pénale. Okay. Et aux yeux de tous les observateurs, ça a été une avancée majeure dans ce cadre-là, parce que non seulement on a défini la torture, mais on a accordé aussi, on a défini les sanctions quand il y a des cas de torture avérés. Aujourd'hui, le gouvernement, compte tenu de tout ce qu'on a observé, les violations des droits de l'homme, les atteintes aux droits de l'homme, parce qu'il faut le dire aussi par endroits, il y a eu des populations, des citoyens qui ont été très violents et qui ont conduit des destructions. Il y a eu l'usage excessif de force par les forces de défense et de sécurité. Malheureusement, tout cela se retrouve dans une impunité totale, parce que jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de présumés auteurs de ces violations des droits de l'homme-là qui sont traduits devant les tribunaux. Les juridictions, ce sont seulement des militants, des citoyens qui sont jugés, qui sont condamnés. L'autre question, c'est bien autour des... Parce que le plus souvent, quand on prend Amnesty International, on prend le département américain, on prend toutes ces institutions, les forces de l'ordre sont mises en évidence dans ces cas de violence, même si de l'autre côté, le ministère de la Sécurité, même le gouvernement dans sa globalité, rejette le plus souvent les rapports qui sont présentés par ces structures. Oui, les forces de l'ordre, vous savez que ce sont des acteurs majeurs dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ça, c'est partout. Malheureusement, en Guinée, compte tenu de beaucoup de facteurs, on a du mal à réaliser les opérations de maintien d'ordre dans le respect des droits de l'homme. Parce que, d'abord, il y a toute une chaîne, c'est-à-dire du recrutement jusqu'au niveau de termes de réquisition. Des élévations en grade. Ça, c'est des problèmes. Et les conséquences directes, c'est pendant l'exercice de la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel. Et il y a les acteurs, c'est les manifestants, les forces de l'ordre et l'autorité civile. Par exemple, nous, disons, avec nos multiples formations, disons, combinant forces de défense et de sécurité, les autorités civiles et les manifestants, on s'est rendu compte qu'il y avait des autorités civiles quand même qui ne connaissaient pas les termes de réquisition. Vous savez, quand il y a une manifestation donnée dans les règles de l'art, il y a ces acteurs-là. Et c'est les autorités civiles, en principe, c'est les autorités, les élus locaux qui doivent, disons, comme on appelle, délivrer la réquisition. Et si une autorité, un élu local ne connaît pas le contenu d'un terme d'une réquisition, il ne peut que faire c'est la manière dont il entend. Et malheureusement, les conséquences, les forces de l'ordre sont directement indexées, sont directement vues.
Encore une fois, elles sont les présumés auteurs, c'est clair, mais je pense qu'il y a toute une, disons, panoplie de comment on appelle, de ratés là-dessus, et malheureusement, avec cette violence qui n'est pas punie, on ne peut que la perpétrer. Thierno Amadou Camara, ce qui pourrait inquiéter avec le Millennium Challenge Corporation aujourd'hui, c'est que cela intervient à un moment où la Guinée a vraiment besoin d'argent. La Guinée a besoin d'argent, mais il faut qu'on soit conséquent, parce que au même moment on entend le ministre de la Sécurité dire qu'on ne travaille pas pour plaire forcément au département d'État américain. On entend de l'autre côté le président dire non, on a de l'argent parce qu'on a financé 3 élections sur le budget national. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que oui ou non, au-delà de l'argent, parce que en réalité ces 500 millions sont très importants, parce que ça pouvait aider à financer des projets de développement, mais ce qui est fondamental, c'est que consciencieusement que l'État sente que pour les critères qui sont établis dans ce processus-là, qu'il est performant, pas pour avoir les 500 millions, mais pour répondre aux besoins locaux, pour apporter à la population de la bonne gouvernance. Parce que les critères, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance, entre autres, ce sont les droits humains, l'investissement dans le capital humain et tout cela. Donc, si 10 ans après, on nous dit que, parce que le programme il est là depuis 2004, je pense, si depuis 10 ans, depuis que le président est là, depuis 10 ans, on n'est pas parvenu à faire même 10 critères sur les 20, parce qu'en 2021, le gouvernement nous dit qu'on est parvenu à remplir 9 critères. Si sur 20 critères de bonne gouvernance, on n'est pas encore parvenu à 10, alors ce rapport, lui seul, s'il est bien fait, s'il est crédible, ce rapport, lui seul peut constituer, le diagnostic de la gouvernance du président Alpha Condé depuis 10 ans. Alors, en ce moment, on nous parle de ces 9 points qu'on a pu valider. Après, ce qu'on dit, c'est que non, c'est parce que le gouvernement a manqué d'informations vis-à-vis des partenaires. C'est toujours ce qu'on nous a dit. Quand Reporters sans frontières sort un rapport, on dit non, on n'a pas discuté avec le gouvernement. Quand Human Rights Watch sort un rapport, on dit non, on n'a pas pris en compte les données du gouvernement et cela. Même si parfois, il faut le dire, parfois ces institutions ou ces structures même reconnaissent par moment que le débat il n'a pas été le fond. On a vu un des rapports c'était de l'OGDH, on a vu, et ils se sont contentés simplement d'un appel téléphonique, d'un échange de mails, mais qui n'a pas été suivi. Non, mais ça ce n'est que pour l'OGDH. La question c'est un élément quand même. Oui, c'est un élément. La question principale qui est là, le gouvernement lui-même, le ministre de comment on appelle, des partenariats publics-privés l'a relevé. C'est pourquoi dans le compte-rendu qu'on a suivi tout à l'heure du Conseil des ministres, il a été dit que des séances d'information doivent être organisées et puis le gouvernement doit en principe, je pense, répliquer tout cela. Mais il faut qu'on soit conséquent. Et au fait, les 500 millions, je l'ai dit tout à l'heure, sont très importants, mais il faut faire en sorte qu'au niveau local, que la population soit satisfaite de la gouvernance. Depuis 10 ans, on est en train de dire, attention, on est en train de tuer les gens. Attention, on est en train d'empêcher des gens, aux gens d'accéder à l'information comme cela est prévu. On est en train de réprimer des gens qui sont juste en train de manifester. On est en train de tuer des gens et on n'organise pas de procès. Et ce qu'on trouve pour nous dire, parfois, ce sont des discours arrogants et pour dire non, attention, ce sont des images qu'on a prises ailleurs, qu'on a là. Je pense que ces rapports qu'on sort doivent être vraiment des interpellations à l'endroit du gouvernement. Parce que personne ne peut être, je vais dire, à 100% parfait, mais pour faire en sorte que ces rapports-là soient un atout. Afin de performer, de perfectionner la gouvernance au fur et à mesure. Camara, l'autre question qui se pose, c'est que le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont des pays quand même qui bénéficient de ce Millennium Challenge. Mais quand on prend un peu l'année 2020, la Guinée et la Côte d'Ivoire, les faits paraissent parfois similaires. Oui, ça c'est évident. Il paraît des fois que les faits, comme vous l'avez dit, sont similaires.
mais vous savez, on parle d'évaluation. On parle d'un État, parce qu'on parle des États-Unis qui a ses critères d'évaluation. On sait que ces 20 critères, ces 20 critères sont essentiellement centrés sur 3 volets, le volet politique, économique et social. Donc, des évaluations sont faites à tous ces niveaux. Et en dehors de ces évaluations également, il y a les rapports des institutions, que ce soit financières ou des organismes au niveau international qui s'occupent des droits de l'homme et des démocraties, qui dressent les rapports. Donc, tout ce tarmada des rapports et autres sont réunis, d'informations sont réunies, et c'est sur cette base que les États-Unis décident de quel est le pays qui éventuellement qui est conforme aux critères. Maintenant, moi je reviens par rapport au montant. Je suis par endroit d'accord avec mon confrère tout à l'heure quand il parle des questions de gouvernance. Moi je pense que je ne suis pas du tout d'avis avec ceux qui aujourd'hui s'élèvent, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté de l'État ou du côté de l'opposition ou des acteurs privés, puis qui brandissent si vous voulez, cette nouvelle en disant voilà, l'État n'a pas gagné, voilà, nous on se réjouit parce que ça montre que vous ne gérez pas. Du côté de l'État, ceux qui s'élèvent pour dire ce sont des ONG ou ce sont des personnes qui font ces rapports-là. Moi je voudrais dire en clair que la question de gouvernance politique, économique et sociale doit être une question quotidienne chez nous, justement. On devrait faire en sorte que c'est quand nous agissons très bien que nous soyons récompensés par Paul ou par Pierre. C'est-à-dire que si la bonne gestion politique, la bonne gestion économique et sociale dans notre pays peut nous permettre à avoir des fonds, à lever des fonds au niveau international, c'est tant pis. Mais dans le cas essayant, je pense que l'essentiel est de faire en sorte que dans tout ce que nous faisons, et ça, quand je le dis, il n'y a pas que l'État, il y a l'opposition qui a sa part, il y a la société civile qui a sa part. Parce que comme au même moment, lorsque ça chauffe dans le pays, c'est vrai qu'un gouvernement peut sauter ou un régime peut sauter, mais les difficultés à la base, les citoyens à la base qui ressentent les difficultés. Donc il n'y a pas à se réjouir parce qu'on est d'une ONG ou d'un parti politique en disant voilà, c'est très bien parce que nous sommes. Non, quand vous le faites, c'est-à-dire que quand il y a une perte, vous perdez ensemble. Il était normal que tout le monde. Non, quand je dis nous perdons ensemble, tout à l'heure l'a dit. Aujourd'hui, quand il y a l'inflation dans le pays, quand il y a des crises sanitaires dans le pays, nous faisons tous face. Non, attendez. Pour le moment qui perd. Pour le moment qui perd. On a confié. Donc c'est l'État. Non, attention. On a confié la gouvernance de notre pays à un système, à un groupe de personnes. Oui. Si par les mauvaises attitudes de ce groupe de personnes, non, il n'y a pas que ce groupe de personnes. Je termine. Il y a une interaction. C'est Lansana Camara. Allez-y. Il y a une interaction qui implique tout le monde. Il a tout à l'heure parlé, quand on parle par exemple de gouvernance, on parle de violence. Très souvent, la violence, elle vient de l'État. Mais parfois aussi, il y a des violences dont certains citoyens sont victimes, mais qui sont l'émanation d'autres citoyens. L'État n'est pas forcément le responsable, mais le fait qu'il soit absent pour établir la justice entre les deux citoyens-là, sa responsabilité est dégagée à ce niveau. Moi, je voudrais dire que c'est une interpellation. C'est vrai que c'est un échec, et c'est un échec du gouvernement. Il faut qu'il le sache. Non, vous l'avez dit, oui, rapidement. Ce que je voudrais dire par là, donc, moi je pense qu'aujourd'hui, je verrais très mal ces compatriotes justement qui se réduisent de cela. Moi, ce n'est pas le montant. Attendez, ce n'est pas le montant de 500 millions qui me fait voler la tête. Je sais que ça, c'est un petit montant. Peut-être que ça peut nous aider à avoir des infrastructures. Mais je pense que, comme je l'ai dit encore, je résume en disant que la question de la gouvernance, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique ou social, doit préoccuper tout un Guinéen à la base. Il faut faire en sorte que notre pays soit... vous, M. Diallo, je donne cette minute de réaction sur l'adoption d'une loi qui protège les forces de l'ordre qui a été adoptée, il faut le dire, cette semaine du côté de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, quand le ministre dit que nous avons visé l'ensemble des comportements qui étaient soit réprimés, mal réprimés ou qui faisaient l'objet d'aucune incrimination spéciale. Pourtant, il est établi aujourd'hui que d'après nos
constat que ces comportements deviennent des facteurs récurrents de troubles systémiques à l'ordre public. S'il y a une loi aujourd'hui, on a vu une première qui autorisait l'usage d'armes à feu dans les manifestations, même si cela a fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, c'est aussi d'autres Guinéens qui sont censés être protégés par cette loi, les forces de l'ordre. Oui, je pense que, c'est-à-dire le gouvernement, encore une fois, parfois a du mal. Parce que vous savez, pour prendre une loi, il faudrait qu'il y ait l'esprit de la loi, il y a les motivations. Il y a une loi sur le maintien d'ordre qui est là depuis 2015, qui n'a même pas été vulgarisée et qui paraissait quand même, tant soit peu liberticide. On donne encore une autre loi. Et avec la loi sur le maintien d'ordre, quand même, on disait s'il y a de bavures policières, et rapport quand même était circonstancié, était attendu le même jour au niveau du responsable hiérarchique supérieur. Vous voyez, afin d'ouvrir les enquêtes. Ça n'a jamais été fait, la loi n'a jamais été vulgarisée. Et aujourd'hui, avec toutes ces bavures policières, toutes ces violations dont les forces de l'ordre sont indexées, sont accusées, et des enquêtes... Même si par endroit, ils sont aussi victimes. Hein? Oui, et des enquêtes annoncées qui n'aboutissent jamais, qu'on les autorise encore une fois de porter les armes, je me dis que encore on a du chemin pour faire respecter l'état de droit. D'accord, voilà, mesdames et messieurs, on aimerait bien continuer avec vous, mais la télé, c'est l'heure. Nous vous disons grand merci d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission Club de l'Actu avec deux confrères et un activiste de la société civile, Monsieur Diallo. Merci d'être passé. Ce n'est qu'un devoir. Monsieur Kamara Tcherno-Amadou, merci d'être passé vous également. Merci aux téléspectateurs. Merci à Lansana Kamara d'être passé. Merci à vous téléspectateurs. Merci à la réalisation Mamoudou Kondé. Et de l'autre côté, Lamine Sidibé et Fauté, il faut le dire, Salim Fofana, mais aussi Nalaï Sidibé. Merci à toute l'équipe. On se retrouve encore dimanche prochain quand il sera 18h30 pour d'autres faits qui marqueront la semaine qui finit. On se retrouve demain avec l'équipe de Grande Gueule à partir de 9h. Au revoir.